Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en matinale pour notre émission des Jeux du Chalet, en matinale sur Twitch pour ceux qui nous regardent en direct, en différé sur YouTube pour ceux qui nous regardent un petit peu plus tard puisqu'on rediffuse cette émission dans laquelle on vous présente des jeux de société auxquels on a joué, sur lesquels on va revenir. Middle Edge en premier, ensuite on enchaînera avec Pikit. Il y aura une petite pause publicité au milieu puisqu'on parlera de l'alchimie du jeu, c'est notre sponsor pour cette vidéo. On vous parlera du chemin de la maison, on enchaînera avec l'ombre du Kraken. En fin d'émission, on aura notre fameux tirage au sort pour tous les abonnés du chalet. On va tirer au sort l'un des joueurs qui va gagner un exemplaire de Pikit justement. Et cette émission, je ne la fais pas tout seul. Heureusement que je ne la fais pas tout seul, ça serait un peu longué. Nous avons des animateurs exceptionnels dans cette vidéo. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien, ça tombe que sur moi. Ça tombe que sur toi effectivement parce que j'ai pas changé d'écran. Bonjour Blandine. Bonjour à tous, salut Martin. Et bonjour Aline. Bonjour tout le monde. On se retrouve tous les quatre pour vous parler donc jeux de société. Et comme chaque semaine, on va commencer par remercier nos sponsors. Alors le premier sponsor, on l'a dit, c'est l'Alchimie du jeu qui nous soutient pour cette vidéo, puisque il y a un festival qui a lieu au tout début du mois de mai, le 4, 5, 6 mai. 3, 4, 5. 3, 4, 5, je suis vraiment pas doué. Le vendredi 3, le samedi 4. Oui, et le puis dimanche 5. Le dimanche 5 mai à Toulouse. Au mythe de Toulouse. Exactement. Alors on fera une petite pause au milieu de la vidéo, mais c'est bien d'en parler un tout petit peu au début également. Au milieu de la vidéo, on vous montre quelques images du festival. On a reçu les images de l'année dernière, donc je suis un tout petit peu remonté pour faire quelque chose d'un peu plus court, parce que c'était une vidéo de 3 minutes qu'on a reçue. On va vous parler de ce festival-ci, qui est important. Je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots, Blandine, parce que j'ai vu que tu as surligné des choses. Ah oui, bah après on pourra en discuter. On en reparlera juste après. Cette année, ils ont des invités d'honneur qui sont, qu'il faut le dire clairement, ils ont l'immense plaisir de recevoir 2 illustratrices. Donc c'est quelque chose qui est plutôt cool. Et notamment Camille Chaussy, Valériane Ollet, et le prolifique et génial, c'est marqué, c'est leur mot, Théo Rivière. Qui n'est pas illustrateur, Qui n'est pas illustrateur. Voilà, donc ça se passe à Toulouse, évidemment. On a tous très très envie d'y aller. Début mai, on vous reparle de ça en milieu d'émission. Et merci à eux de nous soutenir et de nous permettre de financer cette émission. C'est le terme. On remercie également les autres financeurs, c'est ça le mot, les autres sponsors, c'est-à-dire vous qui nous regardez, qui nous soutenez via la plateforme Tipeee. Je vais citer les personnes qui nous ont rejoints depuis un mois. Jessie, Vincent Beretti, Aline Viel, Sfoug, Valérie Gourlin, Joel59 et Maya qui nous ont rejoints sur Tipeee. Un grand merci à vous tous. C'est grâce à vous que nous réalisons cette vidéo. Et on fait un tirage au sort en fin d'émission. Il y a 12 noms qui ont été tirés au sort. Je vais les donner tout de suite parce que comme ça, ceux qui arrivent en fin d'émission auront l'occasion de stresser jusqu'à la fin. Ne faites pas avance rapide. Regardez toute l'émission à fond. Et à la toute fin, on tourne la roue et l'un d'entre vous gagnera un exemplaire de Kipit. C'est bien ça. Et le SUM, donc ça sera le numéro 1, Michel, Claudine, Pascal, Nerolf, Marianique, Ludinat, Capal-Ouest, Anne-Flo, La Bretonne, Umbriel et Suzel. Voilà pour les 12 personnes qui ont été tirées au sort. Grand tirage de roue tout à l'heure. Et puis nous, dans cette émission, on va commencer directement par vous parler de jeux de société. On a sélectionné 4. Oui. On va revenir dessus. On va vous les présenter plus en détail. À chaque fois, on pose les jeux sur la table, on se dit alors cette semaine, on vous parle de quoi? Et voilà, ça c'est notre sélection du jour. Hop, alors Middle Edge, c'est un jeu qui reparaît chez Studio H, puisque ce jeu existait déjà sous le nom faut pas que je me trompe de nom, de Majesty. Je confonds une parodie, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez que vous avez une très chouette boîte avec un matériel. Alors là, pour le coup, on a un super chouette matériel à l'intérieur de la boîte avec ces petits chevaux que vous voyez qui sont posés juste avant. Pas que les chevaux, il y a les cavaliers qui sont dessus, les chevaliers qui vont se déplacer au centre de la table. Ici, on a une mise en place, ça doit être pour 3 joueurs, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Avec 16 tuiles qui sont posées. Il faut bien voir qu'il y a des colonnes en réalité. Vous voyez, la première colonne, on a les chevaliers qui sont posés dessus, un peu à la manière d'un king domino. Les joueurs vont ramasser des tuiles. Celui qui sera placé sur la tuile la plus de faible valeur va jouer en premier et se replacer dans la colonne suivante après avoir positionné sa petite tuile devant lui.
Et alors, en termes de fonctionnement de jeu, sur chacune des tuiles, nous avons des petits effets qui sont associés, des gains d'argent. Quand on pose une tuile directement, on va gagner de l'argent en fonction de la colonne où elle est située, par rapport aux icônes qui sont présentes sur ces différentes tuiles également. Et ça va nous permettre de faire un tableau devant soi. Ça me fait d'ailleurs penser à un jeu de cartes, mais dans lequel on aurait remplacé des cartes par des tuiles, parce qu'on a l'habitude de poser les cartes devant nous quand on fait des tableaux. On fait notre petit tableau devant nous, on essaye de faire des petites combos, on a pas mal de catégories finalement, parce qu'il y a plein de types qui sont 8 colonnes, différentes. si je dis pas de bêtises, Ouais. hein. Il y a 8 colonnes, donc 8 catégories, 8 actions différentes en fonction du type de bâtiment qu'on va poser. Et il y a pas mal d'interactions également, puisque on va pouvoir aussi taper sur nos adversaires. Alors ça sera toujours les mêmes actions à chaque partie. Il n'y aura pas forcément de renouvellement d'une partie à l'autre sur les tuiles que l'on va jouer, mais il y en a certaines, il y en a 2 si je me souviens bien, qui nous permettent d'embêter les voisins, de leur faire détruire des tuiles notamment. On peut soit faire des combos devant nous, mais on peut aussi essayer de marquer des points en empêchant les autres d'en mettre trop. Ouais, souvent quand on a plus de tuiles d'une catégorie que son voisin, quoi, qui sont les moulins et les casernes, si je dis pas de bêtises, effectivement, si les autres en ont moins, on va leur voler des sioux. Et voler des sioux, c'est bien. Des sioux. Des sioux. C'est pas du tout un jeu sur les Indiens, c'est un jeu sur le Moyen-Âge. Alors, justement, l'un des aspects sur lesquels moi j'ai très très envie d'insister, c'est la beauté graphique de cette édition. Moi je trouve ça très très chouette. On est vraiment plongé dans un univers assez différent. Et là, quand je refaisais, tu sais, quand je préparais cette vidéo, je posais les tuiles sur la table et que je les regardais, même le petit empilement avec les coches qui sont différentes en fonction des différentes tuiles. C'est un détail, mais je trouve ça cool que de ne pas avoir des tuiles carrées, c'est peut-être bête, mais on a des petits qui effectivement qu'on les encoche un peu différentes, on est presque content de les poser, de les empiler les unes à côté des autres. Ouais, bah ça marche super bien, c'est vraiment très très chouette. Et alors j'insiste sur le nom de l'illustratrice Claire Conan, que l'on a vu, je crois qu'elle a illustré quelques jeux, notamment chez Blam, il me semble, on a déjà vu son nom plusieurs fois. Alors comme ça, de mémoire, je ne me rappelle pas. Ben, je crois, moi je suis presque sûr. Et c'est super. Je fais confiance, mais oui. là je ne trouve pas. Oui. Alors c'est l'avantage d'être en direct. Les gens nous regardent en même temps et peuvent nous faire des commentaires. Donc peut-être que les gens auront. Je regarde en même temps. Peut-être que diront Martin avait raison. Elle a illustré Taladam chez Blam. Ouais. Je m'attends à ça. Ce qui se demande, la grosse différence par rapport à Majesty, nous dit Rachel par exemple en direct, c'est qu'il y a un scoring variable qui change à chaque manche. Oui, et ça, je voulais rajouter de ta présentation. C'est qu'en fait, on a des objectifs de fin de tour. Et donc, quand on a terminé d'avancer sur les différentes lignes de tuiles qu'on va prendre, on révèle pas d'ailleurs, on applique le pouvoir qui est la petite action de fin. Et ça va nous permettre d'anticiper sur nos choix et de se dire bon alors là il va falloir que j'ai peut-être plus de casernes et je vais essayer d'en récupérer, mais on a le même objectif tous, donc c'est une course. Et des fois on se dit bon bah je sacrifie cet objectif, je vais pas y arriver, j'arrive pas à récupérer ça, je vais anticiper, je vais faire le suivant déjà dès maintenant pour avoir un petit peu plus à la prochaine fois. Et puis on a une info du coup, vu qu'on l'a effectivement visible, on sait ce qu'on doit faire, en gros tous les 4 tours, en gros il y a 16 manches, il y a 4 tours par manche entre guillemets, et du coup à la fin de chaque manche, à la fin de chaque tour, on sait quelle tuile on va entre guillemets activer et quel score on va mettre, donc on peut anticiper ce qui se passe quoi. Donc ça enlève un côté peut-être aléatoire, des tuiles qui vont tomber, on sait un petit peu en avance ce qu'on doit faire. C'est pas un jeu fun, voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est pas un jeu dans lequel vous allez vous éclater, il va pas y avoir forcément de vous éclater de rire, plus exactement, vous allez peut-être vous éclater dans votre stratégie. Il va pas y avoir forcément une ambiance autour de la table qui est générée par la mécanique de jeu. Évidemment, ça après, ça va dépendre des tables et des joueurs qui sont capables de mettre l'ambiance quoi qu'il arrive. Et ça, c'est important d'insister dessus parce que ça permet aussi de caractériser le jeu et de vous dire si ce jeu va vous plaire ou pas, parce qu'il y a des joueurs qui justement recherchent systématiquement d'avoir de l'ambiance quand ils font des tableaux, des choses comme ça, et il y a d'autres joueurs qui aiment bien ce côté sérieux, et on est vraiment dans un jeu qui est assez sérieux dans son développement. Enfin moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas, et là-dessus, je trouve qu'il est assez réussi. D'ailleurs, si vous vous sentez proche de ce type de développement, ça devrait vous plaire, à mon avis. Majesty, ça plaisait à beaucoup de monde. Et je trouve que Middle Ages est plutôt meilleur et beaucoup plus beau. Il est beaucoup plus beau que Majesty, qui n'était pas extraordinaire d'un point de vue graphique. Donc ça, c'est le premier point en ce qui concerne ce jeu-là. Après, moi, je reconnais,
je vais directement passer à mon avis personnel, je reconnais que j'aime bien qu'il y ait un petit peu plus de fun dans le jeu, un peu plus de surprise, j'aime bien qu'il y ait des éléments, davantage d'éléments qui apparaissent. J'adore la mécanique centrale qui est inspirée de King Domino. Alors je ne sais pas si c'est inspiré, en tout cas qui ressemble beaucoup à King Domino, mais je ne vais pas le rentrer dans ma ludothèque pour des raisons qui sont purement personnelles, qui sont des raisons de goût. Qui prend la parole ensuite? J'y vais, on me regarde, alors je crois que c'est mon tour. Moi je vais tu peux rebondir sur ce que tu as dit, sur un peu sur la même manière de... Moi j'ai l'impression que le jeu c'est un petit peu quand même... bonjour, venez vous jouer à des jeux Excel, mais du coup en famille. Du coup, c'est plutôt des sensations qu'on a envie de ressentir dans les jeux experts, c'est-à-dire qu'effectivement, on va calculer notre truc, on va programmer, on va faire en sorte que si on met là, du coup, ok, je réfléchis que je vais gagner telle pièce maintenant, et du coup, je gagnerai telle pièce après, etc. Donc, il y a ce côté un peu, effectivement, comme tu dis, pas très fun, mais très accessible, parce que les règles, ça tire en 2 pages, ça s'apprend en 2 minutes. Mais j'ai quand même cette impression que justement cette sensation-là, c'est pas une sensation qu'on a envie de retrouver en mode tout public. Et quand on a envie de jouer en tout public, on a envie d'un truc un peu plus fun, un peu plus interactif, un peu plus tous ensemble. Et moi, pour le coup, j'avoue que je me suis quand même un peu ennuyé dans le jeu-là. Ah ouais. Malgré le fait que, que oui, moi je comprends les qualités, je comprends pourquoi ça plaît à certaines personnes. Moi, je suis pas la cible. C'est un jeu qui est chouette, c'est un jeu qui est beau, c'est un jeu qui est... On sait là où il va. Mais moi, j'ai eu cette impression que c'était une mécanique qui était entre guillemets un peu old school. Et d'ailleurs, moi, j'avais jamais joué à Majesty. Et je pensais même que Majesty était plus vieux. Parce que je me suis dit, ok, on sent qu'ils ont repris Majesty et qu'ils ont pris une mécanique qui est pas très moderne. Et puis, ils l'ont adapté aujourd'hui. Et puis, en fait, ça colle pas à un jeu moderne. Et en fait, j'ai vu que Majesty, c'est pas si vieux que ça, c'est 2017, si j'ai bien révisé. Et du coup, en fait, effectivement, malgré qu'il y ait que 7 ans entre les deux, j'ai eu une sensation de jeux pas très modernes et un petit peu des ans anciens, et en fait il m'a pas fait beaucoup de plaisir, comme on dit. Donc non, il ne rentre pas dans ma bibliothèque. Et moi j'ai passé un bon moment. Enfin, je vous ai laissé parler après la partie. J'avoue que j'ai pas dit grand chose parce que j'aime bien digérer ma partie. Ouais. Et déjà, j'ai trouvé magnifique. Les tuiles étaient vraiment belles. Et surtout, j'ai pas senti. Oui, on pouvait m'embêter sur différentes choses. J'aime pas les jeux où on m'embête vraiment. Mais j'ai senti que je pouvais quand même avoir une contrebalance avec les petits bonus des différentes tuiles. Et moi, franchement, j'ai plutôt aimé. Et tout ce que vous dites, je me dis, j'ai pas senti comme ça. Moi, ma partie, je l'ai fait un peu dans mon coin, en mode, je vais essayer d'avoir des coups d'avance avec les objectifs des différentes manches. Je vous ai laissé courir devant. Et à la fin, c'est vrai que j'ai scoré le dernier objectif avec un peu plus de points. Et je me suis dit, ouais, j'étais plutôt fière de ma partie, plutôt contente. J'ai pas gagné. Mais j'ai pris du plaisir, et je pense que c'est ce type de jeu, par exemple comme King Domino, où on peut enchaîner des parties avec Jade facilement. Ça peut être un jeu qui puisse remplacer le King Domino classique pour moi. Jade qui a 10 ans, c'est ça? Jade qui a 10 ans, oui. Et c'est vrai que et le côté Excel, pour moi qui ne suis pas du tout matheuse, m'a pas perturbé plus que ça, et c'est pas quelque chose qui est ressorti pour moi. Oui, parce que tu as raison de parler de côté Excel. C'est vrai qu'on doit calculer quand on prend une tuile combien elle va nous rapporter cette tuile. Est-ce que ça rentre bien dans mon système de scoring? C'est là-dessus, et j'aurais dû utiliser cette phrase-là plutôt. C'est là-dessus que je rebondissais en disant que c'est pas un jeu fun en lui-même, c'est plutôt un jeu dans lequel à chaque coup vous allez calculer. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un plaisir fou dans le plaisir visuel, parce que vraiment ce qu'on construit devant nous, c'est magnifique, et tout est vraiment super bien réfléchi. On n'en a pas parlé, mais on va pouvoir rajouter des petits morceaux de pièces pour compléter des pièces. On va pouvoir rajouter des petits objectifs supplémentaires. Il faut réfléchir à l'endroit où on va les placer pour voir ce qui va nous permettre de faire des combos les plus importantes possibles. Et donc ce plaisir-là de la construction de son village devant soi, il est incroyable. Et moi, j'ai vraiment pris plaisir dans ma partie à regarder tous les détails d'illustration qui, en vrai, ne servent pas au jeu, mais rendent ce village si beau et si chouette à construire. Chaque action compte, puisque tout est visible. Et donc, tout est calculé, tout est calculatoire. Et ça, c'est pas quelque chose qui, moi, me plaît tant que ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression, à un moment je me suis dit, oula, l'objectif 1, celui qu'on va appliquer quand on aura fait les 4 premières lignes de tuiles à récupérer,
je l'ai mal anticipé. Je me suis donc du coup rabattue sur l'objectif 2 en me disant je prends un petit peu d'avance, mais c'était dommage. En fait, il faudrait réussir à faire le coup parfait à chaque fois. Et on a toutes les informations, on voit, on a aussi la possibilité de réserver des tuiles. Et donc il faut sacrifier un placement qui va être moins rentable sur le coup, mais qui permet de réserver quelque chose pour la suite, quelque chose qu'on va empêcher les autres de prendre. Vraiment, c'est stratégique, totalement stratégique. Alors si vous êtes ce public, il est parfait pour vous. D'autant plus qu'il est splendide et que c'est un plaisir de se déplacer avec ce jeton cavalier, avec ses tuiles, de construire, etc. Ça, c'est le bonheur. Mais si vous êtes ce public, ça va tellement vous plaire. Il faut juste savoir, la seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je suis ce public qui va vouloir tout calculer ? Moi, c'est pas tellement le cas. Il rentre donc pas dans ma ludothèque. Mais par contre, je le conseillerais vraiment à ce genre de personnes. Voilà, c'est la différence entre la présentation du jeu, c'est ce qu'on fait systématiquement. On vous dit, on vous a dit que le jeu était très réussi, notamment graphiquement. Et après, nos avis personnels, qui sont pas les mêmes. Tu nous as pas dit pour ta ludothèque, tu le rentres ou pas ? Moi, je pense que je rentre dans ma ludothèque, oui, effectivement, parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais le côté lisibilité du plateau où tout est expliqué. Tout est vraiment très intuitif. Elle est parfaite. Et c'est vrai que le travail éditorial sur le jeu est assez dingue là-dessus. Franchement, moi j'ai vraiment pris plaisir. Voilà pour nos avis sur ce jeu-là. Je rebondis un petit peu parce que vous pouvez réagir pendant l'émission. De temps en temps, on lit un ou deux commentaires. On a Rachel qui nous dit « J'ai été déçue par les choix ». Elle dit « On fait certains choix par dépit en attendant d'en avoir des vrais ». Donc ça, c'est des sensations qui sont ressenties par les gens qui nous regardent en même temps. Et on a Enjoy également qui dit elle qu'au contraire le jeu a super bien marché à la taverne puisqu'elle gère une taverne, c'est un café-jeu Pour les novices, le choix des tuiles et le déclenchement des effets lors de la pause ne paraissait vraiment pas comme du déjà vu. De notre côté, on a beaucoup aimé. Et Pick-It, c'est un jeu qui est signé par Corentin Brandt et c'est son premier jeu. Oui, c'est son premier jeu, ouais. C'est publié par Repoprod, c'est illustré par Sylvain Repos. Je trouve ça formidable, moi. Ça s'appelle Sylvain Repos et de travailler avec Repoprod, je trouve ça incroyable. C'est vrai que c'est pas Et mal. c'est un petit jeu, alors cette fois-ci on est vraiment dans une catégorie de jeu d'ambiance. On l'a dit, sur Middle Ages, c'était pas trop le cas. C'était pas vraiment du jeu d'ambiance. Là, c'est vraiment du jeu d'ambiance. Ce n'est pas une qualité ou un défaut, c'est juste pour caractériser les jeux. Et on a déjà Al qui nous dit « J'aime beaucoup ce jeu ». C'est toi, Adrien, qui va nous en parler. Allez, rapidement. Justement, pourquoi rapidement? Parce que c'est un petit jeu effectivement rapide qui joue il dit 20 minutes, mais ça peut même se jouer en plus court, c'est un jeu de 15-20 minutes qui va être un jeu de cartes et de dés. Et en fait, l'objectif des joueurs, c'est un jeu compétitif, et l'objectif du joueur va être de récupérer des cartes qui vont être des cartes kaiju, qui vont être au milieu de la table. On va avoir 8 cartes au milieu de la table, et chacun de notre tour, on va lancer des dés, et ces dés vont nous permettre de récupérer ces cartes en main. Et à la fin de la partie, toutes les valeurs des cartes qu'on aura en main, ce sera le score qu'on va additionner, et celui qui aura le plus de score va gagner. Et comment on récupère ces cartes? Et justement en lançant ces fameux dés, et en fonction des valeurs, on va pas récupérer la même chose. On va avoir plusieurs possibilités. Les 2 dés qu'on va lancer, on voit ici les lancer, donc c'est 2 dés 6, et en fait on va avoir la possibilité ou d'ajouter les 2 valeurs. Donc là par exemple 6 et 5, on a 11, donc on va récupérer la carte 11. Autre possibilité, on va faire 6 moins 5, on va soustraire les 2 dés, on va récupérer une de ces cartes là. Troisième possibilité, on va récupérer une carte d'une valeur d'un des 2 dés, et ou une carte du deuxième dé. Et en fait ces cartes là on va les récupérer en main, et une des possibilités c'est qu'il peut se passer un double, comme on a ici, on peut faire double 1, double 2 jusqu'à double 6, et quand on fait un double on va récupérer une carte spéciale, pas une carte kaiju mais une carte mecha qu'on va mettre dans la main, et cette carte là c'est une carte qui vaudra 15 points, donc c'est beaucoup parce que les autres cartes elles vont que de 1 à 10, et du coup ces cartes là on va pouvoir les récupérer, on va pouvoir se les voler, parce que si moi quand je fais ce double 6 et que je les ai, et que toi Martin, très vilain, tu fais un double 6 aussi, du coup tu vas vouloir me voler la carte, mais tu vas pas me la voler directement, tu vas me la récupérer dans la main, c'est à dire que tu vas face cachée, tu vas pas voir, tu vas me voler une carte dans la main sans savoir ce que tu me voles, tu vas évidemment essayer de récupérer celle-là parce que c'est celle-là qui vaut le plus de points, et voilà, on va se voler un petit peu les cartes comme ça, à savoir que les cartes qu'on a en main, dans la partie, juste après avoir lancé le dé, on peut les jouer si on veut, parce que les cartes ont des actions spécifiques, c'est des actions assez simples, ça va être changer la valeur des dés, choisir la face d'un dé, voler des cartes aussi chez l'adversaire, et ces cartes-là, quand on va les jouer, on va les défausser, elles ne resteront plus dans notre main, donc elles ne compteront pas comme points. Donc en fait, le dilemme est un peu de est-ce que je garde ces cartes-là en main pour scorer beaucoup à la fin, ou alors est-ce que je la joue pour essayer d'optimiser, mais dans ce cas, je perds le point de la carte, quoi. Et en fait, toute l'essence du jeu est là.
Et en vrai, allez, à part le fait de décrire peut-être certaines actions, bah vous connaissez déjà toute la règle du jeu. Vous pouvez presque vous lancer déjà, et c'est un de ces points forts du jeu là, c'est le but de jeu là, c'est un peu ces jeux barrageux qui s'apprennent en 5 minutes, et qui jouent aussi vite, et où tu enchaînes des parties parce que ça s'apprend vite, et que ça joue vite, et que pour le coup là, oui il y a du fun et il y a de l'interaction, et là pour le coup on s'embête vraiment quoi. Un jeu de barrageux, les Enjoy insiste d'ailleurs sur le fait que dans la boîte on a une piste de dés directement, et ça c'est quand même super cool. Le matos c'est cool. Alors vraiment, mais c'est de plus en plus le cas je pense. Les jeux qu'on vous présente dans nos émissions, naturellement on va les sélectionner parce qu'on les a bien aimés, parce qu'on a envie d'en parler tout simplement, parce que c'est des jeux qui font l'événement parfois, mais très souvent le matériel il est un petit peu au-dessus du lot. Ouais, c'est cool, parce qu'on voit là qu'effectivement on a déjà un petit peu le socle pour les cartes, on va avoir le petit, je sais pas si on les voit, on le voit un petit peu ici, le socle qui permet, normalement on ne met pas comme ça, mais sur la table donc ça part pas, allez on continue, allez, hop là, donc on a effectivement la piège d'un côté et la dépose de l'autre, donc on peut mettre ça à côté, et puis effectivement à l'intérieur du dé, il y a de l'effet très ouais, il y a la petite moquette au fond là pour lancer les dés, et il y a tout ce qu'il faut, les cartes sont effectivement chouettes, voilà, c'est un petit jeu, petite boîte, mais quand il est installé, il est pratique. Et en plus, il est assez chouette. Il est compostable. Je pense que tu peux directement nous donner ton avis. Je peux donner mon avis. Alors malheureusement, vous avez peut-être été étonné de mon avis. C'est-à-dire que pour moi, je considère que c'est un très chouette jeu. C'est un jeu qui se joue rapidement. C'est le pur jeu de barrageux. C'est le jeu où on va s'embêter. Donc, ça va être assez chaotique quand même. C'est pas le meilleur, entre guillemets, c'est pas le meilleur joueur qui va gagner. Midologies, c'est celui qui a le plus optimisé qui a gagné. Là, effectivement, c'est n'importe quoi. On s'embête. Mais c'est pour ça que c'est bien. C'est n'importe quoi. C'est bien de le dire comme ça. Ah oui, mais dans le bon sens. Pour moi, un truc quand c'est n'importe quoi, quand c'est le chaos, ça peut être très drôle parce qu'il y a l'interaction. Hier, il y a une personne qui m'a beaucoup ciblé, très méchant. Il m'a embêté, il m'a pourri toute la partie. Et c'est pour ça que c'est bien. C'est parce que justement on peut se pourrir, moi j'aime ça. Toi d'ailleurs tu t'es régalé du fait qu'on m'embête beaucoup. Et, pour moi je vois pas, je suis gentil, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Et c'est clairement un bon point parce que voilà, on va s'embêter, on va rigoler, c'est le pur jeu de barrageux. Donc il a toutes ces qualités là. Et malgré tout, évidemment qu'il va dans la ludothèque, malgré tout, moi il va pas dans ma ludo parce que il reste, il y en a plein des jeux dans le genre. Moi en fait, la différence avec Midologies, c'est que moi j'ai joué, on me repropose une partie, j'ai pas forcément envie. Celui-ci, je le mettrai pas dans ma ludothèque parce que c'est pas un jeu que je vais proposer moi-même. Je vais pas dire, viens, il faut que je fasse jouer à un jeu, je vais jouer à celui-là. Pas forcément. Par contre, on me le propose, je dis jamais non. C'est un jeu qui se joue vite, on s'est marré et j'y jouerai, donc très volontiers. Donc c'est toujours un peu compliqué cette histoire de je la mettre dans ma ludothèque ou pas. C'est pour ça qu'on insiste dessus. Et c'est pour ça que je précise quand même. On aime bien le côté flou de ça. J'aime bien, tu vois, le jeu qu'on a présenté avant, finalement, on en a dit pas mal de bien de Midologies. Il y a juste Blandine qui l'a mis dans sa ludothèque. C'est pas ce que ça veut dire exactement, mais ça nous permet de partager ce que l'on vit, nous, quand on discute autour d'une ludothèque. Tu veux jouer à quoi? C'est quel est le jeu que tu veux ressortir? On a bien compris que c'est pas forcément celui que tu ressors, mais tu refuses pas une partie si tout le monde est enthousiaste. Non, vraiment, hier on l'a ressorti, on a dit vas-y on en ressort, on refait une partie, et effectivement on l'a ressorti volontiers, et c'était très rigolo, et on s'est bien amusé, et c'est le but de ces jeux là, donc ça marche bien, et voilà, donc malgré tout, très chouette jeu. Aline? Eh ben, j'ai fait 2 parties très différentes hier de Pikit, et une partie qui était un peu sérieuse, on va dire, et une partie qui était totalement déjantée, et je pense que c'est ce genre d'expérience peut arriver, c'est-à-dire vous allez avoir des parties qui vont être hyper mémorables parce que tout le monde va s'embêter, que ça va être un peu le chaos, que ça va être un peu la foire autour de la table, qu'on va se reprendre des objectifs comme ça, qu'on va piocher dans les mains des autres joueurs, et ça va être la déprime totale pour eux. Il y a vraiment des moments marquants dans une partie où on va vouloir récupérer quelque chose d'important dans une main, mais en fait on va attraper un 3, donc ça va nous donner un malus, et tout ça, ça crée des parties très rythmées, pleines d'ambiance et de chaos, et c'est ça qui est chouette. Il va y avoir aussi des parties qui vont faire un peu plus le flop, mais c'est le jeu. Ça, c'est des petits jeux rapides qu'on va enchaîner. Toutes les parties ne vont pas se ressembler. Et c'est une chose qui est plaisante aussi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper chaotique, très, très différent d'une partie à l'autre, je vous l'ai dit. Mais c'est pour ça que je le mets dans ma ludothèque, parce qu'en fait, ça crée ces moments de partage autour de la table, d'ambiance, et on ne s'attend pas forcément à ce qui va se passer. Il y a une petite surprise. Est-ce que ça va bien prendre? Est-ce qu'on va être très méchant? Qui va m'attaquer? Est-ce que je vais réussir à me protéger en prenant suffisamment de cartes 3 qui peuvent donner des malus aux autres? J'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa, et j'adore
la direction artistique, les cartes sont très jolies, le matériel est super. C'est un jeu qu'on peut emmener, tout est dedans, la piste de dés, le distributeur de cartes. Par contre, ça c'est mon avis, je vais quand même le nuancer parce que j'ai trouvé que sa réaction était intéressante. On a appelé notre fille, qui est une ado, qui aime les jeux d'ado en fait, je crois. Ouais. Les jeux assez simples, familiaux, rapides et tout ça, en lui disant viens jouer avec nous. Et en fait, elle est arrivée et elle a observé la partie, elle a dit oh là là, mais c'est pas pour moi, ça me plaît pas, j'ai pas spécialement envie d'y jouer, il y a plein de trucs à comprendre, ça part dans tous les sens. En regardant la partie, elle ne suivait pas ce qu'on allait faire. Et je me suis dit que c'était quand même une information intéressante, qu'elle n'avait pas spécialement envie tout de suite d'y rentrer. Par contre, à la fin de notre partie, elle est venue me dire ouais, finalement... j'ai envie d'y jouer. Oui. Donc je pense que les règles, quand vous allez les expliquer à quelqu'un, elles suffisent pas pour qu'il ait un avis. Il faut vraiment une partie, il faut avoir une expérience, il faut le faire plusieurs fois peut-être avant de se dire si oui ou non c'est un jeu qui est fait pour vous, parce que les parties peuvent être différentes. Blandine, quel est ton avis sur le jeu ? Moi je me suis bien amusée, je vais m'attirer un peu les foudres. La DA, moi, ne me parle pas du tout. Ah non, mais moi non plus, tu vois, je suis assez d'accord avec toi, mais ça c'est perso. Hein. Oui, c'est totalement... En fait, elle est très réussie, cette DA. C'est très réussi, mais c'est quelque chose qui ne me parle absolument pas. Et c'est vrai que j'étais, à un moment donné, en train de regarder les cartes et je regardais les visuels plus que le jeu, parce que j'avais envie de voir ce que ça représentait vraiment. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pas... botté tout de suite, et c'est pas le jeu qui va me dire allez, avec la boîte et avec les cartes, vraiment j'ai envie d'y jouer. Ouais. Le côté piste de dés où on va avoir une interaction un peu filoute parce qu'on peut avoir un malus si on n'est pas gentil, ce côté on peut être puni d'être méchant, ça m'a fait plutôt marrer. Mais en soi, c'est des parties qui vont être très différentes vu les personnes avec qui on va jouer. Et je pense que ça pourrait rentrer dans la ludothèque des copains et j'y rejouerai, mais ça rentrera pas dans la mienne. D'accord. Et puis il reste moi. Moi je suis pas très sensible effectivement au visuel, mais ça c'est perso. Je les trouve très réussis, franchement, c'est très très chouette. C'est moins un univers qui m'attire, j'ai toujours envie de rêver, et là j'avoue que les monstres me font moins rêver. Après la mécanique, je la trouve très chouette, très efficace. C'est le genre de jeu qui peuvent remplacer aussi un Miniville. Ça fait longtemps qu'on joue plus totalement à Miniville, et on a ce petit côté, tiens, je vais essayer de récupérer quelque chose, une valeur qui va me servir, qui va m'apporter des points avec mon lancer de dés. Il y a cet aspect-là. C'est pas non plus Miniville, évidemment, mais on est dans cette légèreté. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette là-dessus. Alors, je ne veux pas le rentrer non plus dans ma ludothèque, je suis très exigeant ce matin, hein, mais c'est un jeu auquel j'aurais plaisir à jouer parce que je sais que je vais pouvoir mettre l'ambiance autour de la table, qu'on va pouvoir s'amuser, passer juste un bon moment et me concentrer, et ça c'est important de le dire, se concentrer sur les joueurs qui sont autour de la table. C'est ce que je ressens aussi dans un trio par exemple. Moi quand on sort trio, c'est pas pour trio que je joue, c'est pour les joueurs autour de la table, c'est pour tout ce qu'on va pouvoir générer comme émotion, comme attente, comme petit moment fun. Et ce jeu-là, Pikit, il rentre dans la même catégorie de mon point de vue. C'est vraiment le genre de jeu où, tu l'as dit Adrien, où même au jeu d'après, tu es encore en train de te venger de toutes les crasses qu'on t'a fait dans la partie, et tu dis oui alors Patrice là vraiment il m'a pourri, et d'après je vais pas le louper. Il m'a vraiment pourri, c'est ça qui est marrant, c'est vraiment ça qui est chouette. Mais c'est là qu'on se rend compte, à part toi effectivement qui a mis dans ta ludothèque, nous trois on l'a pas mis, mais avec le même argument de on y rejoue quand même. Et c'est là où pour moi c'est typiquement le jeu de barrageux. Parce que du coup, voilà, si on l'a pas, mais si on peut y jouer, et on y joue volontiers. C'est vraiment le jeu de barrage par excellence. Il faut savoir à quoi vous vous engagez quand vous jouez. Vous vous engagez au chaos, à l'affrontement. Et c'est dans ce sens que je trouve que les illustrations, elles sont assez chouettes. Parce qu'on est sur ces monstres à la Godzilla qui détruisent une ville sans vraiment stratégie. Ils arrivent avec... leur corps énorme et puis ils bousculent tout. C'est effectivement ça qui se passe. On bouscule tout, on embête les autres. Voilà, donc je regarde rapidement vos commentaires. Piquitement. Vous commentez pas mal, donc j'arrive pas à tout remonter en direct. Merci beaucoup à tous de laisser vos petits commentaires en direct pendant l'émission. Merci à ceux qui le font aussi pour en différé sur YouTube. Et on a eu un commentaire qui nous disait que l'auteur du jeu était très présent aussi sur notre Discord, pas que sur notre Discord. Il commande très souvent les vidéos, on le remercie. Ça nous fait plaisir aussi de montrer son jeu. On a Fred de Ludovox qui nous dit qu'il a trouvé ça catastrophique pour sa part. Je vous lis les commentaires. On a des avis qui sont différents. On entend aussi que c'est le type de ces petits jeux, c'est que des fois il y a des parties bof, mais vu que c'est rapide, c'est pas grave parce que du coup on les enchaîne les parties. Donc s'il y a une partie qui est pas fou, on en relance une autre et statistiquement la deuxième elle sera cool quoi.
Et donc Al6942 qui nous dit « J'aime beaucoup ce jeu ». C'est bien, à chaque fois, on a vraiment des avis, vous aussi, vous n'êtes pas tous pareils, et vous avez chacun des avis qui se complètent. C'est piquitement un jeu de barrageux, nous dit Al. Ça, c'est piquitement un bon jeu de mots. Exactement. Petite jingle, on vous parle de l'alchimie du jeu. Alors, le festival Alchimie du jeu sponsorise cette vidéo. Et on les remercie. On les remercie énormément. On va vous diffuser le petit trailer. Alors, c'est un trailer, c'est un aperçu du festival de 2023. Donc, c'est une vidéo sur le festival de 2023. Ah bon, c'est pas une vidéo celui sur qui le a pas festival encore de vu. 2024. Il serait très très fort. Ouais, mais j'ai recoupé un petit peu, c'est aussi pour vous montrer que les personnes que vous voyez dans ces vidéos, c'est pas forcément celles que vous verrez sur place. J'ai recoupé un peu et j'ai enlevé le son, j'ai mis une petite musique, je me suis permis, je m'amuse. Je m'amuse pendant ces jingles-là. Je vous montre le visuel, ça va nous faire notre pause. Ça dure 1 minute 40, je crois. Et après, on en reparle. C'est parti. Voilà pour ce teaser. J'adore ça en fait, moi. J'aime bien. Mais j'ai pris du plaisir à regarder ce teaser. Je l'avais déjà à le découvrir hier et puis à le remonter un peu pour le raccourcir parce qu'il durait 3 minutes 30, je crois, pour pouvoir vous le diffuser. Mais c'est super chouette de pouvoir parler aussi de ces événements. C'est quand même autre chose que de voir des publicités sur des voitures ou sur des trucs qui nous intéressent pas. C'est quelque chose qui nous intéresse. C'est un festival. Ça fait envie. Et on a vu tous les aspects du jeu de société. C'est exactement ce que j'allais dire. Vraiment, on a le panel complet de tout ce qu'on peut trouver autour du jeu et dans le jeu. C'est super chouette. Et ça donne faim, ces crêpes à la fin. Ça donne faim, ça donne envie. Non, n'allez pas à Toulouse pour des crêpes. Là, allez en Bretagne pour des crêpes. Il y a aussi des crêpes, mais il y a des espaces de restauration. Et il y a un truc qui m'a frappé, c'est hyper lumineux. Ça doit être super agréable de jouer sur ces tables. Moi, j'y suis allé, mais il y a 11-12 ans, je ne sais plus, il y a un certain temps maintenant. C'est le même lieu ? Non. Je pense pas. Non. Je pense que c'était ça a pas changé il y a 2 ans. 2-3 ans, ils ont changé le lieu. Dans apparemment un truc assez énorme, a priori. Et c'est vrai que moi, c'est sûr, ça fait envie, mais ça me frustre plus que ça me fait envie, parce que ça fait partie des rares, voire le seul festival majeur. C'est toi qui dis non, on est sérieux, on n'y va pas, on a beaucoup trop de travail. Il n'y a pas que moi, t'exagères. Moi aussi. Moi, j'ai hyper envie d'y aller. J'ai trop envie, mais le truc, c'est qu'effectivement, c'est loin, et je pense que c'est le seul. On a signé quelque chose sur cette date-là. Ouais, on a du coup. Ah oui. Voilà. Et c'est un festival majeur, le seul, je crois, qu'on n'a pas encore fait. Et à chaque fois, on dit, ce serait bien qu'on le fasse, mais c'est vrai que c'est loin de nous, là, on est. Alors, on le fait sans faute l'année prochaine ? Oui, c'est ça. On peut s'engager sur le... Je pense qu'on peut dire ça. Cette année, c'est compliqué. Oui, on s'est dit un peu tard. Franchement, la remarque de Steve qui dit meilleur confort visuel, ça, on l'a constaté dans la vidéo qu'on vient de vous diffuser. Et auditif. Et ça, c'est hyper important. Ça me fait envie, hein, vraiment. Ouais, de fou. Ouais. Parce que vraiment, on voit le plaisir. Moi, je pense que c'est le genre de festival où je rêve devant les figurines, les petites maquettes, les constructions de Capla. En fait, la petite bande-annonce, elle faisait vraiment rêver.
Alors, on a une multitude de jeux de société. Je vous lis aussi les différents points que vous pourrez retrouver sur le festival. Un espace pour les enfants et leurs familles, la présence de nombreux éditeurs de jeux avec les dernières sorties. Et là, ça sera particulièrement le cas cette année, puisqu'il n'y a pas Paris Ludique, on le regrette énormément. Mais du coup, beaucoup d'éditeurs nous ont dit on se reporte sur Toulouse. Toulouse, c'est l'événement majeur de ce printemps. Ça, il n'y a pas de discussion possible. Je pense que tout le monde sera d'accord et les autres festivals également. C'est vraiment le lieu de rendez-vous pour ce printemps. Ensuite, on aura des autrices, des auteurs, des illustratrices, des illustrateurs pour jouer et dédicacer les boîtes. Je crois qu'Adrien va aller du coup à Toulouse. Non, il n'y aura pas Alain Chabat. Il y a le petit Neurone qui dit qu'il y a un espace événement avec Alain Chabat. C'est pas du tout, c'est juste le sosie officiel, paraît-il, de Steve de l'Alchimie du jeu. Il y a un espace jeu de rôle, des jeux classiques, des jeux de figurines, vous les avez vus dans le teaser, des jeux d'extérieur, on l'a vu également. Il fait souvent beau là-bas, souvent chaud aussi. Molki, du cube, du cornhole, une tombola avec des bénévoles qui finissent joliment maquillés, 3 boutiques partenaires, le passe-temps. À Toulouse, évidemment, la tanière Lugeek et les Jeux du Monde, c'est à Toulouse aussi, Jeux du Monde, je crois. Ensuite, on a une bourse de jeux d'occasion, les fameuses crêpes, des jeux qui sont accessibles, des bénévoles signants, ça veut dire quoi ? Ils signent des choses, les bénévoles? Mais les bénévoles sont tous en orange, donc si jamais vous allez à l'alchimie du jeu, vous pouvez... Ah, signants, pardon. Oui, signants, ils font le langage des signes. Ah, oui, et j'ai vu, dans la vidéo, on a vu le logo LSF. C'est hyper important. D'accord. Ouais. Mais ils se veulent, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment précisé plusieurs fois, ils veulent que le festival soit accessible aux personnes en situation de handicap, et peu importe le handicap, voilà, c'est pour ça qu'ils ont marqué bénévoles signants, tant avec des jeux pour les malvoyants aussi, passage adapté pour les fauteuils roulants. Et ça, c'est pas forcément adapté dans tous les festivals, on peut pas forcément passer avec un fauteuil roulant, et là, c'est plutôt chouette. Voilà, donc on était ravis d'avoir cette petite pause publicité. Alors c'est de la publicité utile. Un grand merci à l'Alchimie du jeu, déjà de nous soutenir, mais aussi de organiser ce festival tout simplement. Tu voulais rajouter une précision? Préciser que ce festival est gratuit. Oui. Et l'événement est unique dans son genre parce que vous pouvez donner vous-même un prix libre si vous voulez à l'entrée pour soutenir les personnes qui font ce festival. Et j'ai trouvé la démarche plutôt chouette. C'est toi, Aline, qui va nous parler du chemin de la maison, parce que, alors, on va tout de suite le dire, c'est un jeu sur lequel, non seulement tu as eu plaisir à jouer avec les enfants, mais sur lequel tu as aussi participé à certaines phases de test j'ai de la chance avant la publication. J'ai de la chance de temps en temps de participer par des tests avec les petits testeurs du chalet à des étapes du développement des jeux enfants, et c'est souvent le cas chez Spaceco, et ils s'attachent vraiment à avoir testé plein de choses avant de vous présenter un jeu. Du coup, moi aussi, j'ai envie de vous parler de ce qu'on a pu trouver comme astuces, comme point d'intérêt, comme compétences développées, comme plaisir de jeu sur le chemin de la maison, et c'est avec plaisir que je vais vous en parler. Je mets le visuel. Le chemin de la maison, c'est un jeu de Léo Colovini. Il est magnifiquement illustré par Sepio. Il s'adresse à 2 à 5 enfants, de 5 ans et plus, et les parties durent à peu près 20 minutes. C'est un jeu dans lequel, tous ensemble, on incarne Pirouette. Pirouette, c'est cette petite écureuil qui va devoir rentrer chez elle. Et pour ça, on va installer le plateau comme vous le voyez là, en faisant le tour du plateau sous forme de puzzle. Et ensuite, on va pouvoir rajouter 2 grosses tuiles à l'intérieur. Vous avez vu qu'il y en a plusieurs. Ça permet de renouveler les parties. Elles ne vont pas toutes avoir la même configuration. Par contre, vous allez toujours avoir le même but. Emmener Pirouette depuis le bout du plateau jusqu'à l'extrémité opposée, qui est sa maison. Et sa maison, elle est symbolisée par un petit tronc d'arbre. Alors comment vous allez faire ça? Vous allez tous ensemble utiliser les cartes que vous voyez là et qui symbolisent des endroits. Par exemple ici, vous avez une carte qui est posée sur le plateau de déplacement et elle a une couleur qui correspond à l'un des 4 bords de la forêt. Tous ensemble, vous allez donc établir un chemin de 5 cartes. Tout ça sans communiquer du tout, c'est un jeu silencieux dans lequel vous prenez une carte du paquet déplacement et vous allez, une fois que vous l'avez regardée secrètement, décider à quel endroit de ce plateau déplacement vous allez la poser. Et ça c'est très important parce que si vous avez une carte qui permet à l'écureuil d'aller dans un sens mais
tout de suite, il ne faudrait pas qu'elle aille dans ce sens-là parce qu'il n'y a pas de passage. Les passages ne sont qu'aux endroits où il y a des petites branches qui permettent d'aller d'un endroit à l'autre. Mais il ne faut pas forcément mettre cette carte, si elle ne convient pas pour avancer tout de suite, il ne faut pas la mettre dans la première place, il faut la mettre un petit peu plus loin. Et vous allez essayer intuitivement d'imaginer ce que les autres ont pu poser. Et donc vous voyez, une fois que 5 cartes sont posées, on va les révéler. Quelquefois c'est super, ça permet d'avancer et on fait les déplacements au fur et à mesure. Quelquefois votre carte, elle n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de branche entre ces deux endroits des arbres de la forêt. Et donc vous allez non seulement ne pas appliquer cet effet, mais défausser aussi une carte de la pile de cartes de déplacement. Et cette pile de cartes de déplacement, elle est votre timer, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé cette pile, soit vous êtes arrivé à la maison de l'écureuil et c'est super, soit vous n'avez pas réussi à l'amener jusque chez elle. Là j'ai fait pause, c'est pour vous montrer aussi, les 2 premières c'était des cartes orange, donc le petit lapin s'est déplacé vers la gauche, et il y avait un chemin, pas de problème. La 3e, c'est une carte saut. Et là, pour pouvoir sauter, il faut qu'il n'y ait pas de chemin. Et là, ça tombe bien parce qu'il n'y a pas de chemin dans la direction juste au-dessus. Donc, regardez, hop, pas de problème. Le petit lapin va sauter par-dessus le vide. La 4e carte, c'est ce que tu disais, Aline. Là, on ne peut pas. Il n'y a pas de chemin. Ouais. Et là, il fallait passer. Le choix de ces cartes, il est hyper important. Il y a des cartes qui ont la couleur des bords. Et donc, ça va vous donner une indication de déplacement en haut, en bas, à droite, à gauche. Mais sans utiliser ces termes qui pourraient être gênants et qui en plus sont très dépendants de la place de l'enfant autour de la table. Et il y a une carte... un lapin, c'est un écureuil. J'ai dit petit lapin depuis tout à l'heure. Il y a une carte joker qui vous permet d'utiliser plusieurs bords, enfin un des plusieurs bords, et il y a une carte saut qui permet à l'écureuil de passer de branche en branche en sautant par-dessus un endroit qui ne contient pas de branche. Bref, j'ai essayé de tout vous expliquer. Ah oui, sur le jeu enfant, on peut le faire, on peut tout expliquer. Parce qu'il faut que vous compreniez l'intérêt de ce jeu qui permet aux enfants de se déplacer tous ensemble, collaborativement, mais en ayant de la déduction, en ayant de la lecture et du plateau et du jeu des autres. Est-ce que ça vaut le coup de te demander si ce jeu rentre dans ta ludothèque? Parce que il met du cœur, Aline, sur ces jeux-là, parce que forcément, ça la touche un peu. Oui, je vous le dis d'office, il rentre dans ma ludothèque. Je trouve les enfants, ils jouent vraiment avec un bonheur incroyable, alors que le jeu est lui-même très abstrait. Ouais. Tu vois, c'est quand même fou de se dire, on va dire aux enfants, déplacez-vous, ne parlez pas, et emmenez cet écureuil chez elle. Et il faut voir à quel point les enfants sont impliqués. Il y en a qui disent « Oh, je ne veux même pas regarder ce qui va se passer parce que là, moi, je sais que la carte que j'ai posée derrière, elle est compliquée. Est-ce qu'on va y arriver ?» Enfin, il y a toute une mise en parole de la révélation des cartes qui est incroyable. Les enfants, ils vivent vraiment cela. Ils le vivent même plus que nous, on le vit quand on fait une partie entre nous. Ce qui est compliqué pour eux au tout début, mais ça se résout pratiquement dans la première partie, c'est de ne rien dire. Ah bah ça, mais on entend quand même des « Oh, heureusement que je suis là hein. ». Mais non, mais ça, c'est un apprentissage et c'est aussi quelque chose qu'ils découvrent. Le jeu est très adapté pour ça et c'est l'une des grandes forces du jeu. C'est pour ça que moi j'ai envie d'applaudir là-dessus. C'est que c'est les premières fois qu'ils vont jouer avec ce genre de sensation et c'est ce qui va les amener ensuite à découvrir d'autres jeux avec un support visuel posé sur la table, le plateau qui est immédiatement immersif. Ce petit lapin écureuil est formidable. Pirouette cacahuète. Voilà, il va se déplacer sur le plateau. Alors, en ce qui concerne les avis personnels, la dernière fois, je me suis fait disputer par Benoît Forger parce que j'ai dit c'est un jeu d'enfant, j'ai pas joué avec des enfants, il faut avoir ce regard-là pour pouvoir avoir un avis sur le jeu. Et c'est le cas une nouvelle fois. Toi, tu as joué avec les enfants et moi, je suis pas venu pendant les séances de partie. Moi, j'ai joué entre adultes et ça donne toujours des avis qui sont un petit peu tronqués. Donc, je voudrais d'une part applaudir le développement, parce que nous on a vu la version prototypale. J'ai vu la version prototypale et j'ai vu la version finie. C'est vrai qu'il y a un travail, il y a des illustrations de Sepio qui sont remarquables et on a un super objet ludique au final. Donc on a envie d'applaudir tout ce développement. Puis après sur les avis perso, je vais revenir à ce que je suis moi en tant que joueur et mes goûts. Et c'est vrai que mes goûts, moi, et là-dessus c'est important, mes goûts ils vont pas du tout vers le coopératif et la communication cachée. Donc si je vous disais ils rentrent dans ma ludothèque, ça serait renier ce que je suis comme joueur. Je ne vais pas dire ça. Moi, j'aimais bien construire les petits tableaux devant moi et déjà, étant enfant, j'aimais bien ce petit aspect perso. C'est vraiment... Et donc ça, c'est pas une critique, hein. Forcément, c'est revenir sur ses goûts personnels. C'est important aussi, qu'on soit adulte ou enfant, ça joue et ça va vraiment jouer en fonction de vos enfants. Si vous voyez, si vous connaissez leur nature, vous savez aussi si ce type de jeu peut leur correspondre. Et comme les adultes, il y a des préférences.
hier, j'ai ressorti le retour de test que j'avais envoyé à Spaceco pour le partager, une partie, pour partager les retours d'enfants que je note textuellement ce qu'ils ont dit. Et la phrase qui m'est revenue un peu comme un boomerang en la relisant, je me suis dit oui, c'est vrai qu'ils avaient dit ça et que ça m'avait déjà frappé à l'époque. C'était, il y a un enfant qui nous disait je savais pas qu'un jeu ça pouvait faire ça. Ah ouais, mais il y avait une magie dans la découverte pour les enfants, et moi ce qui me plaisait c'était qu'ils réfléchissaient pas tout à fait comme d'habitude, et il y avait un plaisir qui se créait là où ils n'imaginaient pas que c'était possible, et c'est ça qui est beau dans les jeux de société. Voilà, c'est l'annonce, l'accroche qu'on peut mettre en dessous du visuel. Je ne savais pas qu'un jeu pouvait me faire ça, signé Aline. Ah non, c'était pas moi. Alors signé Kevin. Ça devait être Solène. Solène. Moi, je vais en dire un petit quelque chose sans forcément rentrer dans le jeu de je mets dans ma bibliothèque ou pas. Ce serait pas pertinent parce que j'ai pas d'enfant, je joue très peu, voire quasiment jamais avec les enfants, donc ça sert à rien de dire si je le mets ou pas, parce qu'effectivement pour savoir si ça vaut le coup il faut le tester vraiment avec des enfants. Mais moi c'est vrai qu'on en a parlé longuement avec Aline, dans le sens où quand tu nous l'as présenté, quand tu me pitches le jeu, j'étais très étonné, je me suis dit mais comment effectivement un jeu 5 ans et plus, comment ça peut plaire à des enfants en fait, parce qu'on est quand même dans de la programmation, de l'anticipation, de ok je vais mettre cette carte là en me disant que peut-être quelqu'un d'autre va la mettre avant, et du coup s'il met ça avant, du coup ma direction ça va fonctionner. Je me dis ça peut pas marcher à 5 ans, et au-delà de pas marcher, ça va pas plaire, et en plus c'est du coopératif. Donc je vais travailler avec les copains, les copines en me disant ok il va faire ça. Pour moi c'est deux fois. Pour moi ça ne peut pas fonctionner en fait. Et je te dis, quand tu me dis ça, je me dis mais ça m'étonne. Et tu m'as dit voilà, t'as testé avec quand même un bon panel de gamins, pas juste avec 2 enfants. Et tu m'as affirmé que oui, tous les gamins ça a fonctionné. Et j'ai été très étonné. Et comme quoi, j'y connais rien aux jeux enfants. Et comme quoi, effectivement, des mécaniques ça n'y paraît pas. Peut-être que quelqu'un qui va lâcher un jeu enfant comme ça, il va voir le pitch, il va dire waouh ça collera pas. Et faut pas s'arrêter à ça parce que voilà, moi le premier j'aurais jamais cru. Et effectivement c'est très étonnant que ça fonctionne. Et Patrice t'a dit la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'il t'a dit, parce que quand même c'est du coup ça appuie aussi ce que je t'ai dit moi, il a dit moi je l'ai testé en école maternelle et ça fonctionne et les enfants l'ont tous adoré. Et ça on a aussi dans le chat des gens qui le disent. Et pour répondre à la question de l'âge, ça a été testé avec des enfants de 4 à 12 ans. Et ce qui est fou, c'est que les enfants l'aiment quel que soit l'âge. Ouais. Et à 12 ans, la petite que j'ai revue encore cette semaine me disait qu'elle continue à y jouer parce que vraiment ça lui plaît aussi. Sur le côté ça va pas marcher, tu vois, cette phrase-là, elle est... je crois que c'est un regard d'adulte en réalité, parce que le ça va pas marcher, ça veut rien dire pour les enfants. Bah oui. Parce que des fois, effectivement, ils ne sont pas stratégiques. Des fois, ils font n'importe quoi. Des fois, mais s'ils sont en train de jouer, s'ils sont en train de prendre du plaisir, en vrai, ça marche. Peu importe que leur action soit logique. Pour un adulte, on dirait que ça marche pas. Tu vois, si les gens jouent n'importe comment, on aurait cette tendance-là. Mais ça, c'est un regard de jeu adulte. Sur les jeux enfants, c'est l'émotion qui... Je pensais jamais que justement cette logique, quand tu dis, ils l'auraient en fait. Ils l'auront. Je me suis dit, mais c'est trop compliqué pour 5 ans. Et a priori, non. Donc et en fait, fort. Il y a aussi la possibilité pour n'importe quel jeu. C'est le cas pour le chemin de la maison, mais pour les jeux enfants, c'est le cas dans leur globalité. Que l'enfant, il n'a pas forcément la maîtrise totale du jeu à son premier coup, c'est même mieux. Mais qu'au final, la partie elle-même, elle est vecteur d'apprentissage, de réflexion et de comment dire, j'ai pas ce mot, mais on s'autorégule sur la suite de ce qu'on va faire. Les enfants, ils s'améliorent en fait. Voilà, ils construisent en jouant, ils se construisent aussi en jouant. Exactement, c'est mieux dit comme ça. Et puis jouer avec un lapin qui mange des noisettes, c'est quand même trop cool. Exactement. Blandine ? Alors moi, ce qui m'a frappé dans ce jeu, c'est je me suis mise en mode enfant, et il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée, c'est les couleurs pour se déplacer. Parce que c'est un gros problème que j'ai de me gérer dans l'espace, voir où je dois aller, à gauche, à droite, etc. J'ai réussi, mais ça m'a fait penser à une célèbre marque de chaussures. Avec des points colorés. On a le droit de le dire, tu sais. Nous, on leur demandera un chèque pour la sponsorisation, mais tu peux. Je n'oublierai pas de les contacter, s'il te plaît. Et ce côté-là, je me suis pas sentie bête. Et je me suis dit, ah oui, alors du coup, le rouge, le vert. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et d'un regard, quand tu as lu toutes les explications de tous les enfants, les ressentis de tous les enfants, il y a des garçons aussi, hein. Les ressentis, etc. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'en animation avec les enfants, ce côté coopératif, silencieux, mais je pense que ça doit être vraiment assez incroyable quand ça fonctionne. Donc
moi je pense que c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque de par son côté très abstrait, qui ne me touche pas en tant qu'adulte, mais au niveau du jeu enfant, j'ai trouvé ça pertinent. L'ombre du Kraken, c'est un jeu à rôle caché. Un jeu à rôle caché qui paraît chez Yellow pour la première fois, mais qui existait depuis un certain temps, parce que vous le connaissiez, vous notamment, Adrien et Blandine. Moi, je ne connaissais pas, honnêtement, je l'ai découvert là, mais je l'avais... Toi, tu ne le connaissais pas non plus. Adrien le connaissait, alors. Adrien le connaissait. C'est un jeu qui est en édition essentielle. Il était déjà paru en version française, non ? Non, il arrive seulement... Je croyais que c'était même plus vieux que ça. Après, c'est 2021. Le case, de l'autre côté de l'Atlantique, c'était 2021. Donc, il a déjà 3 ans, ouais. Meckel, je vais essayer de dire les noms, Meckel Chenet, Tobias Imisch et le docteur Hans O, voici les 3 auteurs avec du guessing à l'intérieur. Tu dirais Alors je vais vous en parler très rapidement, je vous montre les images de ce jeu. Ça va être difficile de le décrire dans le détail parce que c'est vrai que les règles du jeu, et ça c'est un aspect sur lequel il faut insister aussi, elles prennent un petit moment. Et quand on joue à des jeux à rôle caché, parfois on a envie que ça défile vite pour se mettre directement à la table. On peut l'expliquer de différentes manières. C'est vrai, je pense qu'on peut tout expliquer les règles comme tu l'as fait hier, Adrien, ou alors on peut aussi faire découvrir les règles au fur et à mesure de la partie. À vous de voir quel est votre public, parce que dans ce genre de jeu qui se joue de 5 à 11 joueurs, vous allez avoir des joueurs qui s'endorment pendant les règles. C'est inévitable, ça arrive à chaque fois. Ça, c'est l'un des premiers aspects. Le but de ce jeu, vous allez avoir donc des rôles différents. Vous serez soit marin et il faudra emmener le bateau sur le côté qui était derrière notre petite vignette, vous l'avez pas vu mais c'est pas grave, soit vous serez pirate, il faudra emmener le bateau sur l'île rouge, soit vous serez un cultiste, il faudra l'emmener sur la zone jaune. Et pour ce faire, vous allez avoir cette très jolie petite boîte que vous avez devant vous. Et ça, c'est vraiment un des plaisirs de jeu dans laquelle les joueurs vont pouvoir poser des directions pour notre bateau, direction bleue, direction rouge, direction jaune. Il va y avoir des rôles qui seront distribués autour de la table. On va avoir le capitaine qui va poser une des cartes dans la boîte. Il va y avoir le lieutenant qui va poser une deuxième carte qu'il va choisir parmi 2 dans cette boîte-là. Et ensuite, on va avoir le navigateur qui va recevoir la boîte sans connaître ce que le capitaine et le lieutenant ont placé, parce que ça, on le fait chacun séparément, sans le montrer aux autres. Il va prendre la boîte, il va la secouer. Regardez comment il secoue bien. Du coup, on ne sait plus qui a placé quoi. On fait tomber les icônes en même temps. Le navigateur va regarder les cartes, va en choisir une, va défausser l'autre sans la montrer. Et le bateau va se diriger. Et ça crée de la suspicion autour de la table, puisque on a bien vu les joueurs manipuler les cartes, on les a bien vus placer ces cartes dans la boîte, on a bien vu toutes les émotions qui se sont lues sur leur visage, mais on n'a pas su exactement quel choix ils ont fait, quel choix ils avaient, et ce qu'ils nous racontent n'est pas forcément la vérité. Chacun va essayer d'emmener le bateau dans une direction en fonction de son objectif, et forcément, il va essayer de masquer quel est son objectif, il va essayer de se cacher. Il va y avoir beaucoup de discussions, il va y avoir beaucoup de suspicions, et c'est tout le plaisir de ces jeux à rôle caché. On retrouve ça complètement dans celui-ci. Je vous ai décrit, je mets le jingle, non. Je vous ai décrit très rapidement le fonctionnement du jeu. Je ne suis pas rentré dans les détails parce que vous les avez vu passer dans les visuels. On a aussi des cartes avec des rôles que l'on va avoir. On a aussi des effets qui vont être associés aux différentes cartes que l'on a jouées. Mais tout ça, je préfère ne pas trop vous l'expliquer pour rester sur la simplicité de l'objectif, parce que c'est ça qu'on va ressentir pendant la partie. Je rebondis juste sur un des commentaires qui dit le risque est que la deuxième carte reste toujours dessus. Alors non, parce que les deux cartes sont l'une à côté de l'autre. Ouais. Donc après, en fait, quand on mélange, laquelle passe au-dessus, on ne sait pas forcément. Ouais, oui, là, je l'ai peut-être pas très bien fait dans mon visuel parce que je tenais à la fois la caméra, les cartes. On a vu que tu galères. Ouais. Oh non, j'ai très bien réussi. Attends, pardon, on a vu que c'était parfaitement maîtrisé. Merci. Ouais, c'est vrai que c'est bien maîtrisé. Voilà. Donc, je vais expliquer très rapidement le fonctionnement du jeu et. Première chose que j'ai envie de dire, c'est que ça évoque évidemment des jeux que vous connaissez déjà. Alors, il y a tous les jeux à rôle caché qui sont déjà très installés, mais qui sont souvent beaucoup plus simples que celui-ci dans l'explication. Quoique les loups-garous, ça peut être assez long, parce que s'il faut expliquer chaque rôle, il faut bien les connaître pour pouvoir y jouer. Tu peux argumenter longuement. Oui, alors ça, c'est la partie qui peut être assez longue, mais je parle de l'explication juste. On sera peut-être sur cette durée d'explication. C'est vrai que c'est assez proche d'un loup-garou sur cet aspect-là. Ça évoque un jeu que j'ai posé qui est juste à côté de moi.
Je sais pas si on peut dire le. On va pas le dire, tu mets Hitster à la place. Voilà, Secret Hitler. Donc c'est un classique du jeu que moi j'avais récupéré en version Kickstarter. C'est pas du tout c'est le thème est surprenant, mais il n'y a pas d'idée nauséabonde du tout dans le jeu, hein, je vous rassure complètement là-dessus. C'est le jeu dans lequel justement il faut découvrir quel joueur a le rôle du chancelier allemand et essayer de l'empêcher d'arriver à ses fins. Donc les mécaniques ressemblent énormément. C'est vraiment très très proche. On sent que c'est complètement inspiré, c'est adapté, mais on a une scénographie, on a une atmosphère qui est complètement différente de par le plateau qui est au centre de la table et ce bateau qui va se déplacer de case en case. Ça permet d'immerger, c'est le cas de le lire, beaucoup plus facilement les joueurs dans l'atmosphère du jeu. Donc ça crée une vraie différence qui justifie pleinement qu'on vous le présente comme une nouveauté à part entière. Qui est-ce qui veut en parler sur son avis maintenant? Je peux commencer, comme ça me permettra de rebondir sur aussi un commentaire. Moi, effectivement, il est très proche du jeu à la boîte orange. Et moi, j'ai aimé ce jeu à la boîte orange beaucoup, parce que c'est les jeux où... Voilà, c'est vraiment mon type de jeu. Et celui-ci, pour le coup, alors, moi, je l'avais pas essayé, je l'avais vu plusieurs fois, il me donnait envie, il me faisait très envie. Et alors, j'avoue que je m'attendais à quelque chose de plus... nouveau, plus novateur, finalement en termes de mécanique, on est tellement proche de l'autre jeu que finalement il n'y a pas une sensation ultra nouvelle comme j'espérais, mais j'aime beaucoup, tu parles d'immersion, c'est le visuel, effectivement il y en a pas mal de personnes qui ont dit ouais c'est beau, oui c'est beau, et les joueurs au caché, il y a rarement un plateau de jeu, on peut rarement se projeter et voir ce qu'on fait, et il y a pas mal de gens qui ont du mal avec les jeux à rôle caché parce que du coup ils n'arrivent pas à se projeter, ils n'arrivent pas à se représenter, ils n'arrivent pas forcément à argumenter. Là du coup on arrive à se projeter de par le matériel, le thème est assez clair, classique, pirate, mais ça plaît un peu à tout le monde, donc ça colle assez facilement, c'est assez chouette. En termes d'argumentation c'est facile parce qu'il y a un support qui est le plateau de jeu, mais qui est aussi les cartes qui vont te mélanger, etc. On va discuter, t'es allé à droite, t'es allé à gauche, non, pourquoi t'es allé là, c'est que tu dois être un pirate, non, j'avais pas le choix, non, en fait c'est pas vrai, t'avais le choix, je t'ai donné une carte comme ça. On va argumenter sur un support, donc ça c'est intéressant, c'est ce type de jeu qui est vraiment cool. Et par contre, malgré tout, c'est pas pour tout le monde. Parce que effectivement c'est un jeu où il y a quand même un peu de règles. Si tu as envie de jouer avec les copains vite fait, on va faire un petit jeu à rôle caché, on apprend le jeu en 5 minutes et puis après on rigole pendant 1 heure, là il y a effectivement un peu de règles, donc il y a de l'immersion et je pense que c'est un jeu qui de 1 va se jouer surtout je pense avec souvent la même équipe, le même groupe de copains, plutôt pas mal de joueurs, j'ai tendance à le conseiller au moins 7 à mon avis, je pense qu'à partir de 7-8 c'est là où ça prend vraiment tout son sens. Et puis avec des gens qui sont déjà un petit peu joueurs et c'est un jeu que tu as envie de refaire pour vraiment rentrer dedans. Donc, pas à conseiller à tout le monde. Par contre, si vous êtes une équipe de joueurs qui jouent souvent ensemble et vous êtes une grosse équipe, je pense que ça peut être vraiment bien. Et le deuxième avantage, et donc là je rebondis sur ce qui a été demandé sur pourquoi c'est écrit édition essentielle, parce qu'en fait le jeu quand il est sorti en version Kickstarter il y avait du matériel encore plus chouette, c'était du gros matériel, c'était assez cher en fait, et du coup un jeu à rôle caché en général c'est plutôt un petit jeu, c'est plutôt un petit prix, et là c'est plus cher que la moyenne des jeux à rôle caché, mais pour le matériel qu'il y a dedans, etc., ils ont réussi à le faire une boîte à 35 €. Ce qui est par rapport à ce qu'il y a, et c'est vraiment pas cher, et donc l'édition essentielle, c'est pour ça. C'est une édition qui a été le plus compressée possible pour avoir un petit prix, et malgré tout pas mal de matériel. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les joueurs, un petit peu quand même, c'est pour les gens qui vont jouer à nombreux, mais le côté immersion, le thème, la mécanique de jeu, je parle trop, c'est la version Adrien, il faut qu'elle s'en aille, donc je conclus sur oui, il rentre dans la bibliothèque. On aurait eu Tony Cohn pendant cette vidéo-là également. Aline, je vais passer la parole directement. Ouais. Alors c'est un petit peu compliqué parce que les jeux à rôle caché, c'est pas forcément ma came. Le sentiment de la manipulation, c'est un truc que j'aime pas trop ressentir. J'aime pas trop quand le jeu me donne l'impression qu'on m'a manipulé et que je me suis fait embobiner. C'est quelque chose qui même dans la vie me met mal à l'aise et j'aime pas spécialement de plaisir à embobiner les autres non plus. C'est en dehors du jeu de société, c'est un sentiment que je n'apprécie pas, qui me met mal à l'aise. Ah si, en dehors du jeu de société, t'embobines les gens. Non, j'aime beaucoup les jeux qui te permettent d'être méchant, mais les jeux de fourberie, j'aime beaucoup moins. Et voilà, donc on part sur ce postulat de départ, et pourtant j'ai pris plaisir à ma partie parce que c'est assez joli. Le fait qu'il y ait un plateau, ça décentre un petit peu l'attention. On peut argumenter en parlant du plateau, et si
si le sentiment de manipulation, j'aime pas trop. Au contraire, l'argumentation, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup trouver les bons arguments pour détourner l'attention des autres. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Et ici, on a un support qui permet de le faire. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que ça rentre dans ma ludothèque juste pour... C'est un jeu à rôle caché, c'est pas du tout ce que j'aime le plus. Mais par contre, franchement, j'y ai pris plaisir et c'était plutôt une très bonne surprise. En plus, c'est magnifique. Et c'est relativement simple, tout en étant oui, c'est pas si compliqué. Fin. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est la simplicité de la compréhension de la règle, des actions possibles, etc. Ça, c'est le cas. C'est indéniable, c'est simple. Mais par contre, c'est vraiment subtil et fin dans la façon de le jouer. Blandine? Alors moi, c'est pas du tout mon style de jeu. C'est vraiment quelque chose où, j'ai subi la partie parce que j'étais pirate. Du coup, c'était les méchants et j'étais pas kraken. Enfin bref, j'étais paniqué complet à chaque fois que c'est un rôle caché. Ouais. Il suffit qu'Adrien me regarde et je sais pas réagir, mon corps va réagir, je vais avoir les joues rouges, ça va être terrible. Je vois pas de quoi tu parles. Et c'est juste... Alors ça met de l'ambiance autour de la table, hein, ceci oui. dit, c'est super cool de t'avoir à la table. Je pose une question à Blandine, elle a les yeux qui roulent. Et je sais pas cacher, je sais pas du tout jouer à un jeu à rôle caché. Mais par contre, j'ai vraiment senti cette immersion de je suis un pirate, on va déplacer le bateau, il y a des alcooliques au bord du bateau, enfin il y a des trucs qui se passent, il y a des petites actions comme ça suivant les cartes qui sont jouées. Ça m'a fait vraiment marrer, mais c'est pas quelque chose qui rentre dans ma ludothèque parce que je suis pas du tout à l'aise avec cette sensation de devoir embobiner les gens et je suis pas douée du tout. C'est plutôt rassurant hein, quand vous l'avez au téléphone, Blandine, pour parler de pour parler de communication ou pour premier call, elle vous embobine pas. Et alors, pour terminer, moi je vais conclure. Alors, je le dis directement, je rentre pas dans ma ludothèque. Moi, j'ai rien rentré dans ma ludothèque dans cette vidéo. C'est pas que j'aime pas les jeux. Au contraire, on a choisi des jeux qu'on aimait bien. Mais on vous parle de nos goûts personnels. Et naturellement, on ne triche pas sur nos goûts personnels. Moi, j'aime bien le côté... J'adore l'immersion de ce jeu. Je la trouve super chouette. Mais en fait, je préfère ne rien avoir sur la table et être dans l'idée pure. Tu sais, être complètement concentré sur les mouvements, les attitudes, les gestes des uns et des autres. Moi, j'aime bien l'abstraction sur ce type de jeu à rôle caché, c'est plus ce qui me correspond. Ça signifie pas que l'Homme du Kraken est un mauvais jeu, parce que justement il va plaire à d'autres, il va s'adresser à d'autres, et je vais jouer moi aux parties qui vont s'organiser sur ce jeu-là. Mais si on me demande mes goûts personnels, je vais plus sur Secret Hitler ou sur les loups-garous qui se jouent finalement sans regarder un plateau au centre de la table. Je ressens pas le besoin, je vois ce que ça apporte, mais c'est pas quelque chose que moi je recherche. Moi justement, j'aime les deux en fait. J'aime les deux versions, et du coup j'aime la version plus abstraite comme tu dis, et j'aime la version avec support. Et ça c'est une des versions avec support, et pour le coup avec en plus du beau chouette et effectivement un beau thème, donc même si j'aime les deux, celui-là il a ça quoi. Mais c'est le côté flou de nos présentations, parce qu'en vrai je suis bien content de l'avoir, puisque justement ça permet d'avoir et c'est ça que vous devez ressentir aussi, ça permet d'avoir justement un jeu qui n'est pas le même que les autres, et l'Ombre du Kraken c'est pas le même que tous ces autres jeux à rôle caché dont on vous a parlé, donc je suis très content de l'avoir, mais comme on parle de goût personnel, évidemment on va pas mentir sur nos goûts. Juste un truc, il a un côté un peu plus adulte, un peu moins adolescent, non, que par exemple Traitor ou Kill Kim, où il y a un côté un peu, on est entre adultes là et ça va être du sérieux les gars. Il y a un petit peu ça par rapport aux jeux qui font plus adolescents dans la cible et qu'on a vu sortir dernièrement. On arrive sur la fin de cette vidéo, c'est le moment de la dernière rubrique, Jingle. Il est 9h40, Aline, si tu veux t'en aller pour cette dernière rubrique, on ne te retient pas. Non, c'est bon, je pense que j'ai les 10 minutes de battement. Les 5 minutes, parce que c'est simplement la rubrique dans laquelle on va tirer au sort le vainqueur, celui qui repart avec la boîte de... Pikit, je me suis pas trompé sur le nom, j'ai envie de dire Kipit à chaque fois. Il y a l'un d'entre vous, l'un de nos abonnés va repartir avec cette boîte. On remercie, c'est l'occasion encore une fois de remercier tous ceux qui nous soutiennent via Tipeee. D'ailleurs, merci à la Marina Bretonne qui a renouvelé son abonnement pendant cette émission. Et également à Martoni qui a renouvelé son abonnement. Je ne sais pas si c'est encore en ligne parce que vous savez qu'on enregistre en direct sur Twitch, mais que vous pouvez nous regarder après en replay sur YouTube. Et là, on a pris la liste de tous nos abonnés Tipeee. Le numéro 1 de la roue qui est en train de s'installer toute seule derrière nous grâce à un système hydraulique très très ingénieux. Le numéro 1 correspond à Elosum, le numéro 2 à Michel, le numéro 3 à Claudine, le numéro 4 à Pascal. Il y a peut-être plein de Pascal, alors j'ai même noté entre parenthèses Couliguet.
Nerolf, c'est le numéro 5, le 6 c'est Mariannick, le 7 c'est Ludinat, le 8 c'est Cap à l'Ouest, le 9 c'est Anne-Flo, le 10 c'est La Bretonne, le 11 c'est Umbriel et le 12 c'est Suzel. Suzel qui est déjà venu au chalet d'ailleurs, plusieurs fois. On est toujours content quand on voit des noms de personnes que l'on connaît bien qui sont tirées au sort. On tire les deux en même temps. Chacun dans un sens. Je te laisse tourner. Attention, c'est parti. Ah, tu ne fais pas tourner longtemps parce que tu es pressé. On voit qu'Aline est pressée. Je me suis demandé si j'allais pas rajouter une case. On double la prime de la vidéo. Alors là, c'est du chocolat. Là, c'est la case Aline va manger du chocolat. Exactement. Peut-être je la remplacerai, puis je ferai une case. On double la prime de la vidéo. Il y a double suspense. Vous êtes gâtés. Hein, oui, tu es pressé. Je pense que tu vas la tourner 8 fois là. 8 fois le chocolat. Regarde. Ça va. Le 3, c'est le numéro 3, c'est Claudine qui remporte la boîte de Kipit. C'est Claudine qui remporte cette boîte-ci, donc on laisse toujours un petit peu de temps avant d'envoyer le mail aussi parce qu'on aime bien la surprise. Tu sais, quand tu regardes une vidéo, de te dire est-ce que j'ai gagné, si tu as reçu le mail avant, la surprise elle est moins intéressante. On laisse un petit peu de temps ici. Donc Claudine, tu peux nous écrire directement si tu le souhaites pour nous donner ton adresse postale, on t'enverra le jeu et puis si on ne reçoit pas de mail, on écrira par nous-mêmes la semaine prochaine. Et on trouvera tout ton adresse. Tu recevras ce jeu. Exactement. Et on arrive tranquillement, je vois Bugs qui nous pose une question, on y répondra peut-être après le générique, mais on arrive à la fin de cette vidéo. C'est le moment de la conclure, c'est le moment de vous souhaiter à tous une bonne journée, pour ceux qui regardent cette vidéo pendant la journée. Sinon, évidemment, Adrien, qu'est-ce qu'on souhaite si les gens regardent cette vidéo pendant la nuit ? Bonne nuit. Oui, exactement. C'est pas un piège. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur nos chaînes respectives. Ciao. À bientôt. Je mets le générique. Mais en vrai, on se retrouve 2 secondes après pour répondre à la question de Bugs, notamment. Oui, je sais pas si on rebondissait dessus. Mais oui. Alors, je mets un générique. En fait, je mets une seconde de générique parce que ça, je referai un générique sur la version YouTube. Là, c'est déjà coupé en vrai. Regarde, je fais semblant de mettre un générique. Allez, le semblant. Attention.